offert par le département d'État des États-Unis. Bonsoir, vous êtes sur OC Talk Show et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir. Ce programme spécial vous est offert par le département d'État des États-Unis et le sujet que nous abordons tout de suite, c'est inclusion sociale, albinisme. Et pour ça, je suis avec Osnia Gbankoto et Franck Roussa. Bienvenue sur OC Talk Show. Merci. Merci, Précieuse. Alors, sans plus tarder, Franck Roussa, dis-nous, qu'est-ce que l'albinisme? Bon, l'albinisme est une condition. Bon, c'est une maladie, mais on ne dit pas maladie, on dit condition pour atténuer un peu les choses. Donc, une condition génétique, héréditaire, non contagieuse. J'insiste sur les trois choses: génétique, héréditaire, non contagieuse. D'accord. Et qui affecte la peau, les yeux et le pelage. C'est-à-dire, cette condition est due au manque d'une substance qu'on appelle la mélanine. Ok. Et ce qui fait que on manque de pigmentation. Les personnes atteintes d'albinisme manquent de pigmentation. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la définition. Alors, Osnia, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'albinisme? Alors, l'albinisme, comme l'a si bien dit Franck Ouettaro tout de suite, c'est un déficit qui n'est pas dû à la volonté de quelqu'un. C'est pour simplement dire que ces personnes-là qui sont atteintes d'albinisme n'ont pas choisi d'être comme ça. Et donc, sont pour la plupart marginalisés dans nos sociétés parce que nous constatons qu'il y a une différence de couleur de peau entre une personne, entre moi par exemple, vous et moi, et Franck. Et ces personnes sont souvent marginalisées alors qu'elles n'ont pas cherché à être telles qu'elles sont. On va y revenir tout à l'heure. Mais Franck, est-ce qu'il y a différentes formes d'albinisme? Oui, il y a différentes formes d'albinisme. Il y a au moins une douzaine de formes, mais les spécialistes s'accordent pour les regrouper en trois. Ah, d'accord. Il y a l'albinisme oculocutané, c'est-à-dire la substance, la mélanine manque dans les yeux et dans la peau. Ok. L'albinisme oculaire, où la substance manque seulement dans les yeux. Ok, et la peau, est colorée. Ok. Et la troisième forme, c'est l'albinisme cutané, où les yeux sont normaux, mais la peau n'a pas de pigmentation. Je tiens à préciser que ce n'est pas seulement les personnes de race noire qui sont... Ce n'est pas seulement au sein des personnes atteintes d'albinisme. Okay. Ce n'est pas seulement dans les personnes de race noire. Il y a dans toutes les races, il y a des personnes atteintes d'albinisme. Seulement que la pigmentation est différente d'une race à l'autre. Alors Franck, moi j'ai envie de te poser une question. À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais atteint d'albinisme? Octobre 1982. Mes premiers pas à l'école, il y avait Edwige qui avait une robe coloriée et je voudrais toucher à sa robe parce que j'étais aussi curieux, je le suis d'ailleurs. Je voulais toucher à sa robe quand elle a couru de toutes ses forces en hurlant pour aller se blottir entre les jambes de sa maman. Et j'étais tellement embarrassé et c'est en ce moment-là que je me suis regardé, je l'ai regardé, j'ai regardé tout le monde autour de moi et j'ai vu que je suis différent. J'avais 3 ans. Et tu n'as jamais oublié ce prénom-là? Je n'ai pas oublié. Parce que ça t'a marqué. Mais marqué. Comment tu le vis au quotidien, Franck? J'ai vécu dans le déni de moi-même entre 1979 et 2000. Mais en 2000, les choses ont changé de façon radicale depuis que je suis devenu chrétien. Ah, ok. Voilà. Alors, Osnia, quelle est votre perception des personnes atteintes d'albinisme sans hypocrisie? Oui. C'est vrai que toute jeune, la première fois que j'ai rencontré une personne atteinte d'albinisme, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je me suis posé mille et une questions. Est-ce que c'était normal? Puisque c'était une personne que je ne connaissais pas. J'ai juste vu un passant. Je dis, il est différent. Et j'ai demandé à maman, il est européen, est-ce que c'est un blanc? On
Il m'a dit non, c'est pas un blanc. Et je constate qu'il n'est pas blanc. Mais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et on a dû m'expliquer en fait qu'il y a certaines personnes qui sont comme ça et qui n'ont pas choisi d'être comme ça. Donc tout de suite, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est après, j'ai compris, je me suis dit, c'est des personnes comme toutes les autres personnes. Et ma perception qui au départ pouvait être négative a viré dans le bon sens. Et c'est parce que j'ai eu de bonnes personnes pour m'expliquer ce que c'était réellement sans vraiment porter de jugement, sans stigmatiser. Et je trouve que c'est des personnes comme toutes les autres personnes. Moi, je pense que c'est juste... Il n'y a même pas de différence, en fait. Quand je prends un blanc et que je prends une personne atteinte d'albinisme, c'est la même couleur de peau. Donc, je pense qu'il ne devrait pas avoir de surprise en temps normal. Mais bref, on va revenir à vous en tant que personne, Franck et Osnia. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes bénéficiaire du programme Yali. Qu'est-ce qui t'a motivé, Franck, à postuler à Yali? Bon, j'étais devant la télé un jour, quand je vois la publicité de Yali là passer, j'ai dit, bon, écoutez, pourquoi ne pas essayer? Ce qu'ils sont en train de dire là, je pense que j'ai fait un peu. Donc, et j'ai juste envoyé mon dossier et puis j'ai été invité à l'interview. Et j'étais là un jour seulement, on m'appelle pour dire que, bon, monsieur Moussa, votre candidature n'a pas marché. Et puis c'était quel Yali? Dakar ou États-Unis? États-Unis. C'était en 2014. Okay. Et puis que l'année prochaine, c'est possible que je repostule encore. Or, moi j'ai 34 ans en décembre de cette année-là. Okay. Donc, quand il m'a appelé en février pour me dire ça n'a pas bien marché, donc vous allez postuler l'année prochaine, j'étais sur la liste d'attente quand même. Donc, je lui ai dit non, l'année prochaine je ne postule pas, j'aurai déjà 35 ans. Donc, et j'ai raccroché. L'année qui a suivi, en août, ils ont relancé. Il s'est fait qu'avant même, quand j'ai déposé mon dossier, c'est en ce moment-là que l'ambassade a eu les yeux sur moi pour dire, mais ce que ce jeune fait, c'est quand même bien. Et c'est entre 2014 et 2015, j'ai eu ma première subvention avec l'ambassade des États-Unis qui a propulsé mon travail dans le domaine de l'albinisme. Donc, quand je voudrais postuler en 2015, j'ai mis dans le dossier ce que je fais sur l'albinisme et puis bon, ça a passé. Ça a pris. Alors, Osnia, c'était quoi, toi, ta motivation? Alors, Précieuse, j'ai envie de dire que mon cas était... Je suis l'incarnation même du Yali révélateur. Ok, dis-nous tout. Oui, Yali révélateur parce qu'en 2017, Yali Dakar. J'étais tranquille à la maison. J'ai un grand frère qui a bénéficié du programme. Et il m'a dit, voilà, pourquoi ne pas postuler? Je me dis vraiment postuler pour faire quoi et tout. En fait, je faisais un peu du social, j'étais dans les mouvements sociaux, mais je ne savais pas vraiment à quoi ça servait. Je ne mesurais pas la valeur du potentiel que j'avais en ce temps. Et j'ai postulé, il va aider comment on dit, Civic Leadership, le programme Civic Leadership. Et donc, engagement civique. Engagement civique. Et j'étais déjà en faculté de droit, je faisais journalisme aussi et je suis quand même, j'ai été prise. Un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, ils ont envoyé un mail pour dire que j'ai été prise, il fallait faire l'entretien, ça s'est bien passé. Et puis, le programme à Dakar s'est vraiment bien déroulé. C'est à partir de là que j'ai commencé à mesurer vraiment le potentiel que j'avais. Je me suis dit, en fait, ces gens-là ont révélé tout ce que je pouvais faire de ma vie. Alors, qu'est-ce que le Yali a eu comme impact sur ta vie, aussi bien personnelle que professionnelle? Alors, du point de vue professionnel, de manière vraiment exacte, j'ai appris la gestion de projet. J'ai appris comment est-ce qu'on initie un projet communautaire, comment est-ce qu'on gère un projet communautaire de manière vraiment professionnelle, c'est ça. De manière personnelle, c'est le réseautage. Connaître des gens de diverses nationalités. Je t'ai connue à Yali Dakar. Bien sûr, en 2017. On était au Bénin ensemble, mais on ne s'est jamais croisés au Bénin. On s'est rencontrés à l'aéroport. Ouais. J'ai bien envie de dire ce que j'ai ressenti, mais là, on est à la télé. Je ne peux pas dire. On s'est rencontrés à l'aéroport, on ne se connaissait pas, tu vois. Et là, on a appris à se connaître, on a gardé contact ici. Absolument. Je me souviens, en 2018, je t'ai eu à la radio. Bien sûr. Sur une émission à Radio Univers en
2018, je pense, on a parlé femmes, leadership. Et voilà, aujourd'hui, c'est toi qui m'invites. Et j'en suis très honorée, précieuse. Ça fait Merci. trop plaisir. Et donc, voilà, le Yali a révélé tout ce que je pouvais faire et m'a amené vraiment à suivre un chemin, à me dire, voilà ce que je veux faire de ma vie. Voilà comment est-ce que je veux procéder. Voilà. Absolument. Alors, Franck, impact du Yali sur ta vie personnelle, professionnelle? D'abord, le Yali pour moi, j'ai vécu pratiquement à partir de l'année 2000, j'ai vécu ma vie à servir. Mais je n'ai jamais su que cela pourrait être un levier sur lequel je pourrais monter demain. Donc le Yali a permis que cela soit une réalité. Quand j'ai quitté Delaware pour revenir, j'ai eu un stage en gestion des organisations. J'ai insisté que ça soit gestion des organisations chrétiennes. Et c'est ce que j'ai eu. Et j'ai eu un stage avec une organisation chrétienne au Ghana où j'ai fait 3 mois. C'est fort comme impact. Après cela, j'ai eu d'autres opportunités. Ça m'a ouvert tellement de portes. Ça a fait que si ce n'est pas Covid, ce n'est pas évident que je ne reste pas pendant 2 mois sans bouger. Et même avec Covid, tout le temps, je suis en conférence et tout ça. Donc, le Yali a mis carrément la lumière sur moi dans ce que je fais en tant que personne atteinte d'albinisme, mais aussi et surtout, cela a ouvert, ça a mis la lumière aussi sur ma carrière professionnelle de traducteur. Ah, tu es traducteur? Oui, je suis traducteur aussi. Donc, français-anglais? Oui, français-anglais fond. Ah, ok. Donc, le fait que j'ai toujours la caméra dessus, ça, je me dis, je suis devenu un homme public. Bah, bien sûr. Et ça, lorsque on me questionne, je dis ce que je fais. Et ça fait que, carrément, je me suis retrouvé dans des sphères où je n'aurais pu jamais être si je n'avais pas bénéficié de cette opportunité. D'accord. Alors, Franck Moussa et Osnia Gbankotor, merci pour ce moment d'échange très fructueux. À présent, nous allons recevoir une dame que je vais présenter tout à l'heure. Et Osnia, je te prie de laisser ta place à madame qui va venir. On applaudit très fort pour la recevoir. On applaudit encore. Michaela Medenou Yekpe, vous êtes présidente du Rotary Club de Cotonou, le Nautil. Et vous avez un profil de finance marketing et commercial spécialisé dans le secteur des banques et télécoms. Actuellement, vous êtes responsable commercial au PME et PMI dans une société de télécom de la place. Exact. Alors, nous parlions d'albinisme tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, selon vous? Merci pour cette invitation. Merci surtout pour le sujet qui tient fort à cœur à mon club, le Rotary Club de Cotonou, le Nautil, dont je suis la présidente cette année. Et c'est un plaisir de me retrouver en face de mon partenaire phare sur cette cause de l'albinisme. Il l'a défini tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus. D'accord. Mais je dirais plutôt que c'est un sujet sur lequel le Nautil, le Rotary Club de Cotonou, le Nautil, a choisi d'intervenir pour apporter un plus dans la vie des personnes et notamment des enfants atteints d'albinisme. Nous avons un projet qui prend en charge 15 enfants atteints d'albinisme, mais totalement pris en charge sur le plan éducatif. Donc, ils sont scolarisés, ils sont suivis à l'école, à la maison, les soins, parce qu'ils ont besoin de soins plus ou moins particuliers, des soins dermato, des soins ophtalmo, pour les aider et surtout leur donner une chance égale à tout enfant ordinaire, parce qu'ils sont tout aussi attachants et mignons que tout autre enfant. Alors, pourquoi avoir choisi de défendre ou d'investir dans cette cause-là spécialement? Pourquoi pas une autre cause? Déjà, nous n'intervenons pas que sur ce projet. Okay. Nous en avons plein. Et celui-là, particulièrement, pourquoi? Parce que ce sont des personnes
les personnes atteintes d'albinisme sont très stigmatisées dans la société. Dans certaines localités, dans certains pays, dont le nôtre aussi, ils subissent des rates, ils sont sacrifiés, etc., etc. Donc, quand on peut apporter une aide à un enfant dans ces conditions-là pour lui donner une chance égale dans la vie, il faut pas hésiter une seule seconde. Alors, est-ce que vous avez des exemples, des cas qui vous ont particulièrement marqué de maltraitance peut-être ou de stigmatisation de personnes atteintes d'albinisme depuis que vous travaillez sur ce projet? Quand on a démarré ce projet, ce qui nous a facilité la vie sur ce projet, c'est justement M. Onsa, qui est en face de moi là. Il a une ONG, DCW, et son ONG s'occupait déjà des enfants atteints d'albinisme, puisque lui-même, il en souffre. Il sait quelle est la condition de l'albinos de façon générale. Et le fait qu'il soit dans le secteur nous a permis de gagner du temps. Énormément du temps parce qu'en amont, lui, il avait déjà mâché pas mal de choses. La recherche des conditions dans lesquelles les enfants stigmatisés ou des enfants qui sont vraiment potentiellement en risque il avait déjà mâché ce volet-là. Ce qui fait que quand nous sommes intervenus, c'était pour offrir ce que lui ne pouvait pas apporter. Donc, la prise en charge totale des enfants qu'il a identifiés, parce que l'identification, la première phase pour réussir un tel projet, c'était d'identifier des enfants dans des conditions vraiment exécrables. Il a fait ce travail-là en les identifiant et chacun des enfants avait sa spécificité. Le petit garçon ou la petite fille Inks n'avait pas les mêmes problèmes oculaires ou dermato que celui Y, etc. Et en fonction, et même au niveau du suivi scolaire aussi, ce n'est pas les mêmes capacités et les mêmes besoins que chacun d'eux avait. Mais de façon standard, le programme, nous l'avons mis en place pour couvrir les deux volets, éducation et santé, pour que les enfants aient les mêmes chances dans la vie. Donc, ce partenariat, on l'a avec lui depuis plus de 5 ans maintenant. 5 ans. Voilà. Ah, il est toujours en cours. Oui, il est toujours en cours. Et je crois samedi dernier, samedi surpassé, voilà. Samedi surpassé déjà. Samedi surpassé, on était aux consultations Et vous ne saviez même pas que vous seriez non, c'est une surprise de se voir ce matin. J'ai vu dans les couloirs un partenaire, j'ai dit, tiens, monsieur Onsa, bonjour. Il dit, ah, madame la présidente, vous êtes là? J'ai dit oui. Alors, je vais permettre au public de poser des questions à madame Mikaïla. On va prendre une question de ce côté. Je tiens à vous remercier pour l'initiative. Eh bien, j'aimerais savoir quelle était votre source d'inspiration foreuse et face à cet engagement de soutenir les albinos. Merci, monsieur. Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis la présidente de cette année. Au Rotary, nous avons une présidence tournante. Justement, c'est ce qui symbolise la roue de notre organisation. C'est que chaque année, ça tourne. Ça tourne et cette année, c'est sur moi. Et j'ai dit tout à l'heure que le projet était là depuis plus de 5 ans. Donc, ce n'est pas moi qui ai amené le projet. C'est un projet qui est dans le club, qui nous est cher. Et pourquoi est-ce qu'on est allé vers l'albinisme? C'est un peu comme j'ai expliqué plus tôt. C'est des enfants ou c'est des personnes qui sont stigmatisées. Et au Rotary, nous apportons notre aide à la communauté qui en a besoin pour apporter en plus une amélioration dans la vie de tous les jours de X ou de Y dans la communauté. Et donc, si ceux-là sont stigmatisés et que personne ne les regarde et qu'ils peuvent être sacrifiés comme du bétail, excusez-moi le terme, et qu'on peut aider et empêcher que cela ne continue et mettre une lumière sur cette catégorie de personnes pour dire qu'ils sont justes comme vous et moi. Pourquoi ne pas le faire? Merci pour la réponse. On va prendre il y a 2 questions de ce côté. On prend la première et après la deuxième. Chers tous, bonsoir. C'est pas grave. Hein? Bon, moi, j'aimerais poser une question particulièrement à monsieur Onsa. Ok.
Ok, d'accord. Monsieur Oussa, vous avez parlé tantôt qu'il y a différents types d'albinisme qui sont classés principalement par les scientifiques en trois types d'albinisme. Donc, j'aimerais savoir, vous appartenez à quel type d'albinisme? Merci. Merci, j'ai l'albinisme oculocutané. Oculocutané. Vous voyez mon teint, vous voyez les yeux. Comme le dit un enfant, là, dit un enfant à une sœur à moi, il dit les yeux de tata font jamais, jamais. Mes yeux font jamais, jamais. Et puis la peau n'est pas, n'a pas de pigmentation. Donc c'est oculocutané. Et la plupart de ceux qui sont en Afrique au sud du Sahara ont l'albinisme oculocutané. D'accord. Alors, on va prendre la question suivante. Alors, bonjour chers tous. Bonjour. J'aimerais savoir si c'est possible de traiter l'albinisme comme toute autre maladie. Merci. Ok, je peux répondre? Je crois que la question est pour vous. D'accord, ok. On ne traite pas l'albinisme. Généralement, les maladies génétiques, on a des problèmes à les cerner. C'est quand la femme enceinte manque de mélanine que ça arrive. Il y a deux possibilités. Il y a que quand moi je me suis marié à une femme non atteinte d'albinisme et je ne risque pas d'avoir un enfant atteint d'albinisme sauf cas de mutation. Donc, lorsque moi j'ai l'albinisme, j'ai le gène de l'albinisme en double. Si mon enfant va se marier à une personne atteinte d'albinisme, il ou elle a une chance sur 2 d'avoir un enfant atteint d'albinisme. S'il n'y a pas de mutation, elle n'aura pas. Ou elle aura une chance sur 2. Donc, la meilleure façon de traiter l'albinisme, et je mets traiter comme ça, l'albinisme, c'est peut-être d'éviter de se marier à quelqu'un, si on a une personne atteinte d'albinisme, de se marier à une personne atteinte d'albinisme. Mais je ne vais pas sur ce terrain parce qu'une personne atteinte d'albinisme, lorsqu'elle peut éviter le soleil, peut vivre jusqu'à plus de 80 ans. Donc, ce n'est pas nécessaire de prévenir l'albinisme, ce n'est pas nécessaire, mais lorsqu'il y a une personne qui est née avec l'albinisme, il vaut mieux que la personne se rapproche des personnes comme nous, qui sommes des professionnels de la chose, qui sommes la chose, et pour avoir les bonnes informations, comment prendre soin d'une personne atteinte d'albinisme, comment prendre soin de sa peau, et puis ça va marcher, ça passe. D'accord. Vous avez encore des questions ou c'est... Ok, allez-y. Bonjour. Bonjour. J'aimerais poser une question à M. Onsa. Quand vous parliez tout à l'heure, vous aviez insisté sur la religion. Et la religion. Oui. Vous avez dit que lorsque vous voulez surmonter votre... Comment dire? Allez-y, allez-y. Oui, parlez. J'aimerais vous demander comment votre religion vous a aidé en ce sens. Ah, d'accord. Vous savez, jusqu'en 2000, je disais que je vivais dans le déni de moi-même. Je ne savais pas pourquoi je suis là, comment c'est fait, je suis là. Et puis, j'étais aigri et j'étais haineux. J'étais aigri contre tout le monde parce que tout le monde se moquait de moi. Presque tout le monde, en tout cas, se moquait de moi. Deuxième chose, j'étais haineux parce que, bon, il y a trois questions. Il y a que, pourquoi Dieu si Dieu existe, bien sûr, pourquoi il a permis que je naisse sous le soleil? Deuxième chose, on m'a fait croire aussi que j'étais Dieu moi-même. Pourquoi alors que moi-même, ou le Dieu dont je suis l'incarnation, ne peut pas faire quelque chose pour ma condition? Troisième chose, pourquoi est-ce que les autres, tous ceux qui m'entourent là, pourquoi ils ne peuvent pas me comprendre et ne font que se moquer de moi? Donc j'étais comme ça. Quand quelqu'un m'a invité à une communauté, j'étais là, ils ont commencé par parler. Et à partir de cet instant, à un instant T où j'ai compris que, en fait, Dieu existe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si je n'ai pas pu avoir une communion avec lui, c'est à cause de ce que je ne suis pas digne. Je suis pécheur. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois accepter ma condition de pécheur et je dois changer d'avis. Je dois cesser de vivre
pour moi-même, je dois cesser de chercher à vivre comme je veux. C'est à partir de cet instant, j'ai commencé et ça a commencé par changer ma vie. Ma vie a commencé à changer petitement. J'ai compris à partir de cet instant que ce n'est pas au lieu que les autres, d'espérer que les autres changent pour moi. Oui. C'est moi qui devrais changer. Alors, pour eux. Franck, donc, c'est ce que j'ai fait. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de poser une dernière question. Vous avez des parents qui sont atteints d'albinisme, votre père ou votre mère? Non? Mon papa est plus noir que toi. Ah, okay. Ma maman est aussi claire que Madame Michaela. Ah ouais. Mais il y a une grande tante, c'est-à-dire dans le côté des grands-parents, côté paternel comme côté maternel, qui étaient personnes atteintes d'albinisme. Donc c'est toujours dans les sièges. Mais vos enfants n'ont pas du tout... J'ai deux merveilleux enfants, Segan et Segan, les deux personnes atteintes d'albinisme. Super. Alors, merci Franck pour ce partage assez authentique. Madame Michaela, nous sommes au dernier tournant de l'émission. Devant vous, il y a la boîte aux défis. Vous tirez au sort un défi que vous relevez face à la caméra qui est là. Un défi. Genre, vous prenez, vous lisez. Allez-y. Ciao. Vous pouvez le lire à... Ah bon? Ah, Dieu merci. La question est incomplète. Je peux vous aider à... changer? Je veux voir. Ah ben non, je vais la lire. Tu apprends que ton enfant a un comportement discriminatoire à l'endroit des enfants albinos et qu'il s'en vante. Quelle est ta réaction, certainement? Alors, mon petit Franck, il faut savoir que dans la vie, on ne choisit pas sa condition à la naissance. L'albinos que tu viens de voir n'a pas choisi de naître avec cette couleur de peau. Donc, tu n'as pas à te moquer de lui. Il faut que tu te rapproches de lui pour comprendre, pour vivre avec lui, pour te rendre compte qu'il est un enfant exactement comme toi. Je ne t'ai pas appris à te moquer des autres parce que un être humain est sacré. Alors, tu vas présenter tes excuses déjà et tu vas en faire ton ami, ton meilleur ami. J'observe la suite. Alors, merci Franck, merci Madame Michaela pour ce moment de partage assez sincère et chaleureux. Nous sommes à la fin de ce numéro de OC Talk Show qui vous a été offert par le département d'État des États-Unis. Merci à Azalaï Hotel pour ce magnifique cadre. Et si vous avez des messages à nous laisser, écrivez-nous par WhatsApp au 61 78 78 74. À très bientôt. C'était Précieuse Nadie. Merci. Ce numéro de OC Talk Show vous est offert par le département d'État des États-Unis.